Coucou YouTube, coucou Twitch, émission tout seul. Donc, vous connaissez, quand c'est émission tout seul, on parle de crypto, on parle d'IA. Côté crypto, je vous donne déjà le programme, je vous fais gagner votre temps. On va parler de Mega ETH, on va parler de OKEx, parce qu'on a sorti une vidéo tutoriel, on va parler de Cerebra aussi. Alors, j'en ai parlé régulièrement, mais Cerebra, si vous voulez, c'est un concurrent de Nvidia, de Grok, GROQ, de TenStorrent et de plein d'autres boîtes spécialisées dans le hardware pour l'IA, qui va arriver en bourse. Et avant que l'action arrive en bourse, elle est déjà dispo en pré-IPO sur Hyperliquid, donc ça va être très intéressant. On va faire le point sur les revenus de Tether, le point sur la situation du hack, Kelp. On va parler de sécurité, on va parler de Pump Fund, on va parler des HIP4 et du drama Mega ETH. Et ensuite, on parlera bien entendu d'IA, parce que en ce moment, c'est la folie. Je me régale et en fait, voilà, maintenant, je le dis, j'ai la vision, je suis trop confiant sur ce qui va se passer à l'avenir et je vais vous donner des conseils qui, j'espère, vont vous apporter de la valeur pour pouvoir voir l'avenir du bon côté. Donc, commençons pour la partie crypto. Alors, avant d'attaquer directement sur les actualités, moi, j'ai envie qu'on parle des prix. Donc, c'est simple. Cette semaine, ça bouge pas. Bon, ça monte pas, ça baisse pas, ça bouge pas. Côté macro, c'est un peu du comme d'hab. On entend moins de bruit. Par rapport à l'Iran, moi je suis à Dubaï et je vous le dis, c'est calmos. Le tourisme a repris un peu. L'immobilier, alors c'est pas le meilleur des indices, hein, mais Dubai Real Estate Index, vous allez voir que c'est calmos. En gros, quand on prend un peu l'histoire, bon bah c'était permaboule, hein. L'immobilier à Dubaï, c'était vraiment permaboule. Ça montait, c'était du grand n'importe quoi depuis 2020. Et en fait, là, quand il y a eu le début de la guerre, c'est parti complètement en cacahuète. Ça a bien dump, hein. Ça a dump d'un bon 38%. Le dip a été totalement racheté et là, ça rebondit mais léger. Donc, on ne sait pas, hein, ça peut repartir à tout moment, mais en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Donc, niveau macro, on va dire ça va. Si j'étais bien entendu libanais, j'aurais une toute autre explication, mais c'est beaucoup plus calme côté macro. Côté action, bon, ça continue, hein, ATH sur le S&P, ATH Nasdaq, Photonics est parti en cacahuète sur Poet, puis ça a été ravalé parce qu'ils ont un problème sur un contrat. Lumentum, on est en ATH sur ATH, c'est du grand n'importe quoi. Applied Optoelectronics, bref, tout ce qui est photonique, vraiment, c'est vertical à outrance, c'est une dinguerie. Donc pour ceux qui ne comprennent pas trop ce sujet de photonique, pardon, on vous a fait un article Investir en photonique que vous pouvez retrouver sur Coin Academy, que je vous laisse en description. Investir en photonique. Et donc, voilà, hein, c'est le bêta play sur l'IA. Parce qu'en fait, regardez, c'est très simple. Eventuals, Hyperliquid. Est-ce que je vais trouver le site web? En gros, actuellement, les kings en IA, c'est quoi? C'est ChatGPT, Claude. Donc, c'est OpenAI, Anthropic. Les deux boîtes ne sont pas cotées en bourse. Pareil, côté Elon Musk, avec XAI, Grok et compagnie, on peut investir sur Tesla, mais on ne peut pas investir sur SpaceX. Pour le moment, c'est pas encore entré en bourse. Donc en fait, les gens deviennent fous. Les gens sont en mode « Ah là là, j'ai envie de donner mon argent à des robots, faut que j'achète en IA, je fais quoi ?» Donc les gens mis sur des bêta plays de l'IA. Alors, au risque de se répéter, parce qu'on va parler dans les émissions précédentes, hein, mais on a Nvidia, qui est le pure player IA. On a Intel, qui commence à prendre vraiment du galon, parce que justement, il y a Intel Autorand, qui est une méthode de quantisation, si j'ai bien compris, des modèles. Donc, on va avoir de plus en plus d'IA qui tournent sur du hardware. Donc, petit à petit, voilà, Intel prend un peu de terrain côté hardware. AMD, c'est ATH sur ATH parce qu'ils prennent du terrain côté hardware. Google, pareil, côté hardware, côté modèle, Nano, Banana et compagnie. Donc, c'est la folie, côté action. Et côté crypto, c'est calmos. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, on démarre le mois dans le vert. On a tendance à bien se débrouiller. Après, la ligne que j'ai tracée, en vrai, c'est pas la bonne résistance. Il faudrait mieux que je la place là. Est-ce que ça va bloquer sur les 82 000 $, 85 000 $? C'est ça la question. Donc, on va vite le savoir, je pense, hein, dans les prochains jours, prochaines semaines. Ether, c'est tout comme. C'est calmos. C'est même puant, hein, si je peux me permettre. C'est puant. Hyperliquid, ça stagne, mais ça va. Mais du coup, Hyperliquid a lancé les marchés HIP4, les marchés de prédiction. Là, c'est bon, c'est fait, c'est arrivé. Donc, on va en parler juste après. Et on va enchaîner directement sur l'actualité. Alors, je fais un monologue, là, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes de monologue. Le chat, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est sous Red Bull Prime. On est comme un fou là, l'IA, la Red Bull, la lumière bleue. Vous sentez que je suis à balle.
En fait, pour vous expliquer cette semaine pourquoi je n'ai pas live, parce que j'ai testé plein de trucs en IA. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de plugger sur mon Claude Code des IA locales pour pouvoir jump entre Claude et des IA chinoises, locales, etc., histoire de conserver le même contexte. J'ai commencé à faire un peu de texte to image, c'est ce que je montrais juste ici. Voilà, j'ai généré cette petite image directement en local. Pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé Comfy UI et Swarm UI. Donc Comfy UI, c'est une base où en fait c'est un espèce d'orchestrateur de modèles, de prompts, de plugins de modèles, etc. Où en fait tu dis je pars d'une image de base ou je pars d'un prompt de base, j'obtiens une image, par-dessus cette image je vais rajouter de l'upscale, je vais rajouter des effets, d'éclairage, des trucs comme ça. Tu fais ça en plusieurs passes. Donc au lieu d'écrire purement du code, en fait c'est un système de nœuds, je vous montre en 2 secondes, Comfy UI. Ça ressemble à ça en fait, ça ressemble à un sac de nœuds. Donc ça peut faire peur vu comme ça, mais en fait simplement ça part d'un prompt, ça va taper dans un modèle, par exemple qui va transformer le prompt en image, puis les images par exemple elles vont pouvoir être retravaillées, si tu veux faire un face swap, un upscale, bref, tu joues avec des nœuds en fait, tu n'écris pas du code, c'est des nœuds. Mais tu peux très bien orchestrer un agent IA comme ChatGPT pour que lui contrôle les nœuds. Et moi, c'est ce que je fais. En fait, ces nœuds, ça me dégoûte. J'ai pas envie de gratouiller des nœuds, moi. J'ai juste envie de prompter. Donc, j'ai mis en place le setup Comfy UI avec ChatGPT et je m'amuse à faire des trucs. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Tu peux faire des images, tu peux faire du son, tu peux faire des vidéos, tu peux faire plein de trucs. Non, je suis pas sous Oli Energy Fortitude parce qu'à Dubaï, il n'y en a pas. Sinon, je boirais pas de Red Bull, je boirais de la Oli Energy. Et donc, pour vous parler un petit peu d'actualité, crypto hors AI, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah déjà, on a eu la sortie de Mega ETH. Voilà, sortie de Mega ETH, bon, méga flop un peu. Hein. Je suis un petit peu méchant, mais en vrai, bon, c'était un peu à prévoir, on va pas se mentir, mais ça fait un peu petit. Voilà. Donc c'est sorti autour des 18 centimes. Ça a pumpé un petit peu, et puis après, ça a été shorté plusieurs fois, et depuis, c'est la descente aux enfers, tout simplement. Est-ce que ça va continuer de baisser? Je ne sais pas. Information très intéressante quand même. Il faut savoir que selon Bubble Map, on a déjà plus de 60% des investisseurs qui ont tout vendu, 10% qui en ont vendu une partie, et on en a 30% qui hold. L'information date du 1er mai. Je fais cette émission le 3 mai. Donc potentiellement, il y a eu plus de vendeurs depuis. Donc déjà, une bonne partie de ceux qui devaient vendre ont vendu. Pour ce qui est du prix d'achat lors de l'ICO, on est entre 222 millions pour la seed, enfin non, pour la première Public Sale Echo, et 1000 millions, donc 1 milliard de FDV. Donc on est encore au-dessus du prix ICO. Donc ceux qui doivent vendre en profit peuvent encore le faire. Mais il y en a plein qui ne le font pas parce qu'apparemment il y a des opportunités en DeFi, et du coup il y en a qui préfèrent jouer hors DeFi plutôt que vendre leur token. D'ailleurs, on n'a pas eu d'airdrop sur Binance, ça je sais pas du tout, j'ai pas du tout suivi. Mais en tout cas, pour vous dire, voilà, Mega ETH c'est très calmos. La TVL a quand même augmenté. Hein. Bon, vous connaissez, hein, c'est comme d'hab, hein, comme c'est le début, il y a des projets qui se construisent, il y a des grants, il y a des incitations économiques, donc forcément les nouveaux projets un peu hype prennent un peu de terrain. Donc là, on a une Mega ETH qui est 11e en TVL avec 660 millions de TVL. Est-ce que ça va durer? Je pense pas. Ça va durer quelques jours, quelques semaines et après, ce sera potentiellement finito pipo. Pour ce qui est de la capitalisation stablecoin, c'est une donnée qui est quand même assez intéressante. Tu as le stablecoin Mega USD qui pèse une TVL, vous voyez juste là, de 562 millions. Ensuite, c'est Ethena USD 100 millions. Il me semble que le Mega USD il est en partenariat avec Ethena. Donc on a quand même presque 700 millions de dollars de stablecoin sur la chaîne. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Pour ce qui est de la TVL globale, cependant, c'est surtout du AAV. Hein. Si on fait DeFi Llama Mega ETH, boum, boum, vous voyez, TVL, AAV. Après, on a Kumbaya, dont on va parler juste après, qui a un DEX, qui a un peu de TVL. Et après, franchement, il y a de la TVL nulle part. Big up à Prism, hein. Bien entendu, les frérots, mais c'est calmos. Voilà, pour le moment, c'est très calmos. Il y a eu un petit drama avec Kumbaya, donc forcément, tu as une partie de la TVL de Kumbaya qui part sur Prism, mais d'un point de vue général, c'est calme, quoi. Il y a R. Et vous voyez, au niveau des frais payés, voilà, 33 000 dollars sur Kumbaya. Attends, je vais zoomer un coup. Pardon, 33 000 dollars sur Kumbaya, et après, un petit peu sur World Market, et après, c'est vraiment calme de chez calme, hein. On va pas se mentir. L'élu,
L'élu Mega ETH qu'on a attendu depuis Vlaltan, qui était censé révolutionner les Layer 2, de par son infrastructure très haute performance, basse latence, etc. Bon, bah pour le moment, on n'a pas de DEX-perp, on a un DEX vite fait, il y a des incitations économiques, mais c'est vraiment très sage. C'est le calme plat. Et Darkham City qui me demande dans le chat, il y a quoi comme projet sur BTC à part Babylone? Bah, t'as des Layer 2, t'as des trucs qui sont pas trop altcoin friendly, je pense à Arc. Je pense à Rainbow, donc tu vois, Arc Lightning Network. Donc ça, je connais pas trop. Hein. Voilà, Arc Protocol, tu vois. Et RGB Layer Bitcoin. Voilà, tu as ces trucs-là. C'est des smart contracts sur Bitcoin. Mais c'est pas fait vraiment pour des altcoins. Enfin, la possibilité, elle est là, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur Bitcoin du point de vue altcoin spéculation. Quoi. Ensuite, donc, comme je vous disais rapidement, OKEx, j'ai sorti un petit tuto pour vous apprendre à acheter de la crypto, que ce soit sur PC, que ce soit sur mobile. Je vais faire très court, je vais faire très court, on va aller à l'essentiel. En gros, j'ai trouvé une astuce et j'ai eu le feu vert d'OKEx pour en parler. Bon, l'astuce c'est quoi? C'est que par défaut, OKEx, on en avait parlé dans les émissions précédentes, avait pour l'Europe des frais un peu supérieurs à la moyenne. Quand tu regardes OKEx Fees, alors, il y a plusieurs pages en fait. Quand tu regardes OKEx Fees, que tu te mets sur FR, tu peux voir, par défaut, les frais, ils sont de, vous voyez, hein, frais maker 0,2%, frais taker 0,35%. C'est bas, c'est plus bas que Kraken, c'est plus bas que Bitpanda, c'est plus bas qu'une majeure partie des exchanges centralisés, mais c'était quand même plus haut, par exemple, pour citer les concurrents, que Bybit ou que Binance. Bon, en fait, ça, c'est le frais par défaut. Quand vous créez un compte, vous avez ça comme frais. Mais quand vous vous connectez, vous créez un compte, donc je vous donne le lien, vous l'avez aussi en description pour ceux qui m'écouteront sur YouTube. Quand vous créez un compte par défaut, vous aurez ici trader et vous n'aurez pas l'option future, vous aurez l'option justement pour débloquer l'accès au futur. Eh bien, vous cliquez dessus, vous répondez au questionnaire, vous faites valider votre compte et une fois que votre compte est validé pour les futurs, eh bien, vous avez accès à des frais plus bas, même sur le marché spot. Je vous le montre tout de suite. Là, par exemple, je suis sur la paire BTC-EUR. Quand je clique sur frais, boum, vous voyez, on est à 0,008 pardon, et 0,10. 3 fois moins cher. Voilà. Donc en fait, l'astuce, c'est cadeau. Si vous voulez utiliser un exchange centralisé pour faire des virements, payer par carte, trader activement, etc., parce que, par exemple, vous n'avez pas envie de gérer la self-custody et compagnie, que vous voulez une bonne plateforme, régulée, liquide, rapide, pas cher du coup, voilà l'astuce. Vous allez dans Trader, vous activez le mode futur, vous faites le petit questionnaire et ça part. Voilà. Donc dans le tuto, je vous explique comment faire, comprendre les systèmes de frais, c'est quoi un frais maker, c'est quoi un frais taker, comment créer un compte, comment déposer soit des cryptos, soit des euros, acheter des bitcoins. Vous avez un tuto complet, il dure 10 minutes. Lui aussi, je vous le laisse en description. Et on va continuer cette émission. Je précise, le marché est calme en ce moment, je le sais. Les gens se disent, il se passe rien, crypto c'est de la merde, c'est fini. C'est du vu et revu. Je suis d'accord sur les altcoins, méfiez-vous. Cependant, Bitcoin, je pense que c'est un actif dans lequel on peut potentiellement s'exposer dans une stratégie de diversification, à côté de l'or, de l'immobilier, les actions américaines. Donc si vous avez envie d'acheter des bitcoins pas chers, OKEx, partenaire de cette émission. Ensuite, je continue. Du coup, Cerebra débarque sur Hyperliquid. Alors Cerebra, je vous en ai parlé un paquet de fois. Hein. J'en ai fait de la propagande parce que en fait, je voulais acheter une action Cerebra, mais je n'ai pas pu. Putain, je n'ai pas pu. Alors en fait, Cerebra, c'est quoi? Je refais l'explication pour ceux qui n'étaient pas là pour les émissions précédentes. C'est une entreprise spécialisée dans l'inférence. Donc, il propose un système où tu peux générer une clé API. Alors, je crois que c'est cloud.cerebra.ai. Je vous montre ça en 2.2. Get start, boum. On va se connecter. Hein. Google. On se connecte avec un mail. Boum. Vous arrivez sur un dashboard. Voilà. Et ensuite, vous voyez, vous avez une clé API que vous pouvez créer et vous avez un terrain de jeu. Sur ce terrain de jeu, vous pouvez chercher différents modèles. Donc, le meilleur, il me semble que c'est ZDI GLM 4.7. D'ailleurs, il nous nerf là, visiblement. Et en fait, la grande particularité de Cerebra, c'est que cette entreprise fait des machines spécialisées dans l'inférence de l'IA avec des puces absolument gigantesques. Mais quand je vous dis gigantesques, c'est vraiment des puces gigantesques. Ça, vous voyez, c'est une puce pour une carte graphique NVIDIA. Et juste à côté, vous avez la puce Cerebra qui est beaucoup plus grosse. Du coup, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ton modèle IA, il tourne sur la puce.
T'as pas besoin d'avoir par exemple 6 cartes graphiques, 24 cartes graphiques, 128 cartes graphiques pour faire tourner un modèle. Non, tu fais tourner le modèle sur une puce. Tant que le modèle il passe sur la puce, en fait, tu as un modèle qui va jusqu'à 10 fois, 20 fois plus vite que sur une carte graphique NVIDIA. Donc ça veut dire que, par exemple, vous savez, je vous montre ça, boum, on va ouvrir ChatGPT, vous allez très vite comprendre. Hop, on se connecte, il est là mon petit codex, allez, mine-toi le cul frérot, merci. Donc, vous voyez, quand on arrive sur ChatGPT, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le terminal, hein, c'est que moi j'aime bien le terminal, que vous faites modèle. Vous avez les différents modèles, d'accord ? Et vous voyez, il y a un modèle qui est appelé ChatGPT 5.4 mini, qui est dit comme small, fast, etc. Vous avez aussi un modèle qui s'appelle GPT Spark. En fait, ce que fait ChatGPT, enfin ce que fait OpenAI, c'est qu'il vous propose soit des modèles qui sont extrêmement grands, donc qui leur coûtent très cher à héberger, et donc qui sont très puissants, très intelligents. Ces modèles-là sont aussi beaucoup plus lents, et ils ont des modèles qui sont beaucoup plus petits en taille, donc potentiellement c'est même des modèles qui tourneraient sur une carte graphique ou une paire de cartes graphiques, mais pas plus. Et donc ces modèles-là peuvent tourner sur une puce Cerebra. Et comme ça tourne sur une puce Cerebra, vous avez une vitesse d'exécution complètement délirante en fait. Donc comprenez bien, cette technologie-là, NVIDIA l'a pas. Il pourrait faire un équivalent, il pourrait racheter une boîte qui fait quelque chose de similaire, mais pour le moment, cette technologie-là, ils l'ont pas. Bah, Cerebra a un petit peu le monopole. Et pour vous dire à quel point c'est important, il faut savoir que Cerebra, il y a encore pas si longtemps, c'était valorisé à quoi ? C'était valorisé à 25$. En début d'année, on était encore à 40 et quelques dollars. En février, on est monté à 100$ l'unité, l'action, donc ça s'est bien excité depuis que les gens s'intéressent à Claude, à ChatGPT, etc. Et du coup, c'est sorti sur Hyperliquid. Donc quand vous allez sur Hyperliquid, vous ne pouvez pas acheter une action, qu'on s'entende bien. L'action Cerebra, elle est soit disponible sur des marchés secondaires pour des investisseurs accrédités, c'est-à-dire des gens qui sont millionnaires ou multimillionnaires, qui ont fait un KYC spécifique pour prouver que c'est des investisseurs accrédités, etc. Donc c'est pas pour les gueux comme nous, c'est pour les gens qui sont loin. Voilà. Et en fait, du coup, pour le moment, il n'y avait pas de façon de s'exposer à cet actif. C'est plus le cas. Alors attends, CBRS, voilà. Maintenant, il y a un marché dérivé CRBS sur Hyperliquid. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un produit dérivé, c'est-à-dire que c'est un produit qui n'est backé finalement par rien et qui vient se coller au prix de l'action, au prix supposé de l'action. Il y a un gros delta entre la réalité du marché secondaire où on voit bien que l'action était de 113$ et la réalité en pré-market où les mecs sont montés à 286$ l'unité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour une valorisation à 113$ l'action, unité, on serait à 28 milliards de dollars de valorisation totale pour l'entreprise. Donc c'est déjà énorme. 28 milliards, ça commence à être une boîte solide. Que vous voyez, si on va sur 8 Market Cap, n'hésitez pas à l'utiliser, ce site d'ailleurs, 8 Market Cap. C'est un site où vous pouvez voir un petit peu les différents actifs, actions américaines et tout. Si je descends, qu'on va dans le, je pense dans le top 300, ouais, dans le top 300, on y est en fait. Voilà, top 300, vous voyez, on est déjà à 80 milliards. Ok, là justement, si au moment de l'entrée en bourse, le marché s'excite et vient coller au prix Hyperliquid, on est aux environs des 70 milliards de valorisation. Ça fait que Cerebra spawn dans le top 300, 350 des plus grosses entreprises en termes de valorisation dans le monde. C'est aberrant. Fab qui me demande, tu as pu le dire, Cerebra c'est dans quel pays ? Cerebra c'est américain frérot. Cerebra c'est américain. Du coup voilà, moi j'ai fait un tweet, on était vers les 200$, j'ai dit déjà c'est trop cher, c'est du grand délire, on est monté jusqu'à 320$. Là on est à 280 pour 70 milliards de valorisation. Donc c'est intéressant parce que si tu regardes les marchés secondaires, les prix, que ce soit pour SpaceX, Anthropic, OpenAI, Cerebra, c'est beaucoup plus bas, mais en pré-market, vas-y, ça monte. Donc on s'imagine bien que la grande finance internationale, Wall Street, etc., s'amuse à manipuler les prix sur les pré-market à la hausse pour justement survaloriser une fois l'entrée en bourse. Je vous dis juste méfiance. Moi, personnellement, je voulais rentrer dans Cerebra. Je n'ai pas voulu m'y exposer sur Hyperliquid. Moi, dans ma tête, déjà à 200$, c'était trop cher. Donc là, à 280$, c'est clairement trop cher. Pour autant, je ne me vois pas short cet actif sur Hyperliquid. Parce que c'est un marché qui est extrêmement peu liquide, même si on a quand même un peu de volume.
on a un volume qui est pas trop dégueulasse, mais c'est pas hyper liquide. J'aime le lapsus. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une baleine, elle arrive, elle regarde l'open interest, elle se dit, bon, c'est pas très liquide, et elle envoie quelques centaines de milliers de dollars ou quelques millions de dollars avec levier, et elle dézingue tout le monde, à la hausse comme à la baisse. Donc, si t'as le malheur de mettre un levier, tu vas te faire déglinguer. Moi, je maîtrise pas, donc je m'amuse pas à rentrer dans un truc que je maîtrise pas, je passe mon tour, j'accepte. Mais en tout cas, voilà. Et l'entrée en bourse devrait se faire courant mai. Donc on va voir assez vite ce que ça va donner. Mais du coup, je trouve ça très intéressant. Deuxième information, et vous voyez, pour une fois, c'est moi qui prends la parole sur Hyperliquid, d'ailleurs, c'est pas Picsou. Vous noterez que, si je vais sur c'est CBRS, c'est TradeXYZ qui liste Cerebra. D'habitude, les marchés pré-IPO, c'était plutôt Ventuals, hein, en général. Hein. Si on prend par exemple SpaceX c'est Ventual, OpenAI c'est Ventual, Anthropic c'est Ventual. Donc là, ça y est, TradeXYZ, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et ils commencent fort avec Cerebra. Donc je ne sais pas ce qu'il en est en termes de réglementation. Potentiellement, ils se sont mis d'accord avec Cerebra. Hein. Je pense qu'il y a un deal. Je ne suis pas rentré dans le détail, parce que tu peux toujours dire, ils ont le droit de sortir des produits dérivés comme ça, ok, c'est décentralisé, mais ce n'est pas non plus la fête du slip. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'un point de vue réglementaire ce qu'il en est, mais je pense qu'ils n'ont pas lancé ça à l'arrache et qu'ils se sont mis d'accord avec Cerebra. Donc si ça se trouve, on va avoir cette valorisation finale en bourse. Hein. Franchement, c'est possible. Hein. Je continue. Ensuite, c'est Tether qui continue de brasser un max. Donc, un peu plus d'1 milliard de dollars de profit au premier trimestre 2026. Comment? Il faut savoir qu'ils ont plus de 140 milliards de dollars en bons du trésor américain. Donc, ces bons du trésor américain, c'est de la dette. Hein. En fait, tu investis dans l'État américain, dans la dette américaine et tu récupères un yield qui est l'ordre de 4% par an. Donc, quand tu fais 4% annualisé sur 141 milliards de dollars, ça fait quand même un paquet de fric. Hein, on va pas se mentir. En plus des activités annexes, parce que j'imagine bien qu'ils ont des activités annexes. Du coup, Tether aujourd'hui, c'est le 17e plus gros détenteur de dette américaine au monde. L'entreprise Tether a plus de dettes que la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite. C'est dire à quel point il pèse lourd. En fait, il pèse tellement lourd qu'il pèse politiquement. À ce stade, tu existes politiquement. Voilà, même s'ils faisaient des grosses magouilles, l'État américain ne peut pas leur dire bon, on va vous déglinguer. Non, ils vont être obligés de discuter. Donc ils se mettent dans une position assez confortable. Également, ils ont 20 milliards de dollars en or physique et ils ont 7 milliards de dollars en bitcoin. Donc ils possèdent aujourd'hui 191,8 milliards de dollars dans leur caisse. C'est dans leur caisse, non, parce que c'est de la dette américaine, mais ils possèdent un paquet de pognon. Voilà, ils sont pas à plaindre et ils font vraiment des profits records alors qu'ils sont même pas en bourse. Donc vraiment GG à eux. Ensuite, on va reparler du HackHelpDAO et de ce qu'il en est par rapport à AV, etc. Alors, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. On avait déjà fait un point très précis dans les émissions précédentes, mais simplement, petite piqûre de rappel. Visiblement, les Coréens du Nord ont encore frappé. Ils seraient à l'origine du piratage, donc ça s'est passé le 18 avril. Ils ont trouvé une faille sur le bridge layer 0. Ils ont exploité la faille pour pouvoir créer des jetons à partir de rien. Ensuite, ça leur a permis d'utiliser ces faux jetons comme du collatéral pour emprunter de la vraie argent. Et du coup, ça crée de la mauvaise dette et ça crée des emprunts pourris, des emprunts toxiques. Donc, tu as AAV qui a lancé... Stani, le cofondateur d'AAV, qui a créé DeFi United, où en fait les gens pouvaient faire des donations en Ether afin d'utiliser ces Ethers comme un collatéral pour remplacer le collatéral pourri. Jusque-là, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En gros, on imprime une monnaie qui est fausse, en grosse quantité, on se sert de cette fausse monnaie pour emprunter du vrai argent. Donc le vrai argent, il est volé, ça y est, mais celui qui a autorisé le prêt, donc AAV et Compound, se retrouve avec ce faux argent pourri. Et du coup, ça crée un effet néfaste dans tout l'écosystème parce que toutes les pôles de liquidité sont exposées directement ou indirectement, de ma compréhension. Hein. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut remplacer ces Ethers pourris par des vrais Ethers. Donc c'est pour ça qu'il y a eu différentes donations, que ce soit de la communauté ou différents acteurs comme Arbitrum, Consensus, Mental, etc. Donc ça y est, ils ont levé plus de 300 millions de dollars, donc il y a de quoi remplacer. Et donc maintenant, il y a une décision de gouvernance qui va passer à l'unanimité. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à ce sujet-là. Alors 2 secondes, j'enlève le chat parce que vous ne le voyez pas. Boum, vous voyez juste au-dessus de ma tête.
il y a même pas 1% d'abstention et de gens contre. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette proposition? Eh bien, c'est de dégeler les fonds qui ont été gelés par Arbitrum. Donc d'abord, on dégèle les fonds. Ensuite, on passe la deuxième avec un vote on-chain pour exécuter tout le plan. Et l'idée, c'est qu'en mi-juin, la solution soit donnée, que tout soit réglé. Normalement, s'il n'y a pas de dinguerie, mi-juin, le truc, il est profondément réglé de chez réglé. Et on repart, entre parenthèses, comme si de rien n'était. Parce que tu as quand même de l'argent qui a été volé. Hein. Voilà. Et du coup, ce qu'il faut retenir, coucou à tout le monde, ce qu'il faut retenir, c'est que le mois d'avril, c'est le mois où on a eu le plus de piratage en termes de volume, pas en termes d'argent volé, hein, en termes de volume. C'est le mois où on a eu le plus de piratage crypto de l'histoire. Et avant ça, c'était janvier 2026, du coup. En fait, 2026, ça a été piratage. Deux grandes raisons. La première, évidemment, c'est l'intelligence artificielle, puisque tu peux vraiment paralléliser, on va dire, des angles d'attaque, des angles d'audit, pour essayer un max de choses très vite. Ça devient très très vite. Comment tu fais? Très simple. Soit tu es accrédité, on va dire, expert en cybersécurité et tu as accès à Claude ou à ChatGPT débridé. Donc, il faut faire un KYC, KYB assez spécifique chez les grands groupes pour pouvoir le faire. Soit tu utilises ce qu'on appelle des modèles non censurés. C'est-à-dire que tu peux soit partir d'un modèle censuré, un modèle local IA censuré que tu vas débloquer, par exemple, avec Godmode, je crois que c'est ça, hein. Voilà, Elder Plinius, voilà, Godmode. Donc, ça, par exemple, c'est un GitHub qui liste plein de façons de débloquer des modèles. Voilà. Mais tu as aussi sur Hugging Face directement des modèles débridés. Et ça, c'est totalement légal, hein, tu as le droit. C'est juste que, en gros, on impose aux entreprises qui font des modèles de les censurer pour éviter les problèmes. Mais après, si les gens, eux, veulent faire des modèles non censurés, ils peuvent. Et s'ils veulent les faire tourner, ils peuvent. Donc, tout expert en cybersécurité, en général, a quelques modèles non censurés. Et ça veut dire quoi, un modèle non censuré? C'est simple, si je lui dis je veux pirater tel truc, ChatGPT, il va dire non, je peux pas, j'ai pas le droit de te donner cet accès. Et un modèle non censuré, il va dire oui, vas-y. Tu veux commencer par où? Donc c'est ça le délire. Et du coup, ça fait que la Corée du Nord, comme ils font du business avec la Russie, avec la Chine, et probablement d'autres pays, ils récupèrent de la carte graphique ou ils louent de la carte graphique, ils font tourner des modèles non censurés, ils mettent des équipes dessus, et les équipes, en fait, elles testent. Elles forquent le code, elles copient le code, ou elles vont même encore plus loin. Ce que fait beaucoup la Corée du Nord, c'est qu'ils ont des fausses identités. Donc, par exemple, on les envoie à l'école, dans des grandes écoles américaines, suisses, etc., ou autres. Ils rentrent dans des entreprises, ils rentrent dans des projets crypto, donc ils participent à l'élaboration des entreprises et des projets crypto. Ils pondent le code, ils laissent des failles, ou alors ils comprennent les failles, ils collectent les failles, ils les rapportent au gouvernement, et ensuite c'est le gouvernement nord-coréen qui passe à l'action et qui fait les piratages. Tout le monde n'a pas accès aux non-censurés. Si, tout le monde peut avoir accès aux non-censurés pour les modèles locaux, hein, sans problème. Ensuite, Tikit qui me dit comme par hasard, c'est quand Mythos qui sort qu'il y a plein d'attaques. Alors frérot, juste. Mythos c'est bien, Mythos, oh là là, Mythos c'est Dieu sur Terre et tout. On a capté, mais en cybersécurité, il n'y a pas que Mythos, hein, frérot. Hein. T'as Qwen, en local, t'as GLM, t'as DeepSeek. En non local, tu peux en faire avec ChatGPT 5.5, tu peux en faire avec ChatGPT 5.5 Pro. Claude n'a pas le monopole de la cybersécurité et c'est intéressant ce qu'ils font, mais on va dire que tu as toute une aura marketing autour de Mythos. Tu pouvais faire des piratages avant et tu peux faire des piratages avec d'autres modèles que Mythos. Mythos, c'est un modèle parmi tant d'autres. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec à peu près un piratage par jour en moyenne sur le mois d'avril. Alors, je vous promets, je vais la changer la souris, c'est une Final Mouse, j'aime trop, mais comme d'hab, les Final Mouse, les monettes sont cassées, donc en fait, dès que je fais molette vers le haut, ça zoome 15 fois, ça me pète les couilles. Bref. Du coup, piratage 1er mai, 30 avril, 29 avril, 29 avril, 29 avril, 28, 28, 27, 27, 27, 26. Vous voyez, c'est un truc de ouf. On s'est tapé que des piratages. On s'est tapé que ça. Et quand tu filtres par montant perdu, donc on avait eu Lubian, je connaissais pas d'ailleurs, qui a perdu 3,5 milliards. Bybit, vous le savez, ça a été une attaque qui a été faite par la Corée du Nord aussi pour voler des Ethers, 1,4 milliard. Ronin Bridge, c'est le bridge de Ronin. Vous savez, c'est l'entreprise derrière Axie Infinities qui a perdu un demi-milliard. Voilà.
Polynétoire, qui me semble c'était un bridge multi-chain, gros piratage aussi. Binance, je ne savais pas. Coincheck, je ne connais pas. FTX, il me semble que ça a été fait lors du crash FTX. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça a donné, ça. Hein. Parce que quand le crash FTX a eu lieu, il y a eu 450 millions de volets. J'ai pas eu de nouvelles à ce sujet-là, que je sache. Assez ouf. Portal, c'est le bridge wormhole, hein, voilà, qui a été piraté. Et plus récemment, on a eu Kelp et on a eu Drift. Donc quasiment 300 millions de dollars chacun. Donc niveau piratage, ça envoie. Coucou Ukos dans le chat. N'hésite pas à suivre sur Twitch si ce n'est pas encore fait. Et bienvenue parmi mes abonnés ou mes futurs abonnés. Ensuite, on a Pumpfun qui change sa politique. Alors Pumpfun, rappelle quand même. Rappel. Crypto buyback.xyz. Pumpfun, c'est le launchpad des meme coins. C'est le protocole qui fait le plus de fric sur Solana. Et historiquement, c'est une cash machine. Et même encore aujourd'hui, c'est toujours une cash machine. Ça ne s'arrête jamais. Ils ont sorti leur jeton en juillet 2025. Et direct, ils ont dit, bon, 100% des revenus, ça sert à cashback, ça sert à buyback, des jetons Pumpfun. Donc pendant très très longtemps, souvenez-vous, on voyait tous les jours des buybacks à hauteur de 100% des revenus. Donc ils rachetaient au marché le jeton. Ça n'a pas suffi à faire pumper le jeton, puisque dès que le marché s'est retourné, vous l'avez vu, excusez-moi, on peut pas avoir Training View direct là, ce sera plus propre. Bon, attendez, je vais faire pump, on va faire ça proprement. Boum, boum. Je savais pas que tu faisais des lives sur Twitch. Ah frérot, ça fait 10 ans que je fais des lives sur Twitch. Mais bienvenue du coup frérot. Ouais, donc Pumpfun, ça a très bien démarré en juillet, parce que le marché se portait bien finalement. On est monté très haut, très fort. Et dès que la hype des live streams avec Pumpfun et tout, ça s'est calmé, t'as tout qui a fondu. Mais ils ont continué de buyback, mais ça n'a pas suffi. Ça a permis de faire tenir un minimum le prix, mais ça l'a pas fait pump pour autant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on n'utilise plus 100% des revenus pour Pumpfun, on utilise maintenant 50% des revenus pour buyback, et les 50% restants vont servir à engraisser la trésorerie pour financer des développements, pour financer toutes sortes de choses. Donc, il faut quand même le noter, les gars nous ont dit, bon les à peu près 36% de l'offre en circulation de jetons, soit à peu près 12,5% de tous les jetons qu'on a rachetés, on les burn. Donc déjà, la masse monétaire, on la raye, on la calme, donc stratégie déflationniste. Les prochains 50% de revenus que vous voyez là, les 50% qui servent à buyback, ils servent à buyback et burn, donc le jeton continue d'être déflationniste, et le reste, comme je vous ai dit, ça sert à engraisser la trésorerie de l'entreprise, et l'entreprise se veut présente dans les 5 à 10 prochaines années, donc ça veut rester l'écosystème des meme coins, mais pas que. Ils veulent aussi devenir une plateforme de tokenisation universelle et pas seulement un launchpad de meme coin. Donc on n'a pas plus d'infos à ce sujet-là, mais on imagine qu'ils vont continuer de tester des nouvelles activités. Foxty qui me dit, tu as vu que la BCE reste à un taux inchangé de 2,15, est-ce que l'on peut espérer une politique monétaire plus un peu d'ici 2028? Alors, j'ai envie de dire, politique monétaire inchangée comme les États-Unis. Après, taux à 2,15%, ça va. Politique monétaire plus sympa, ça dépend. Ça dépend, il ne faut pas laisser l'inflation galoper. En ce moment, ça va, c'est à peu près sous contrôle. Enfin, ça dépend sur quoi, hein. Ce n'est pas le cas du pétrole, bien entendu. Mais en vrai, niveau économie, ça va. C'est juste qu'on n'est pas non plus dans un délire planche à billets. Après, ce qu'il faut noter, et je vais faire une parenthèse là-dessus parce que je trouve la réflexion de Foxy très intéressante, c'est que, voilà, je vous le montre tout le temps ce site, hein, mais regardez, si on se met sur les modèles les plus intelligents, vous allez retenir ce que je dis. Donc ça, c'est américain, chinois, américain, chinois, américain, chinois, américain, américain, Europe, Mistral. J'ai dit Europe une fois. Et c'est très grave. C'est très grave. Alors je vais faire une parenthèse. Je vais faire une parenthèse sur ça parce qu'en vrai, c'est hyper chaud. La team. Vous n'êtes pas obligé de me répondre le chat, mais histoire de donner un petit côté interactif. Quel âge avez-vous? Moi, je vous dis, j'ai 31 ans. 31 ans, je suis né en 94. Vous avez quel âge, le chat? Si vous pouvez me répondre, ce serait top. 49, 36, 26, 27, 27, 31, 26, 30, 34, 24... On a tout, hein. 34, 28, 30... On est dans la trentaine ici, voilà. Bon, on a quand même du Daron Prime. Coucou les Daron Prime. D'ailleurs, ça me fait très plaisir de savoir que j'ai des personnes ici âgées qui m'écoutent. Merci beaucoup. Bon, il y en a qui trollent un petit peu. Du coup, vous vous souvenez de ça? Le Minitel. Vous vous souvenez de cette merde?
Alors, question pour le chat, encore une fois. Est-ce que vous avez déjà utilisé le Minitel? Est-ce que vous avez déjà pratiqué le Minitel? Parce que ma génération, on connaît le Minitel, on n'a pas pratiqué le Minitel. La seule fois dans ma vie où j'ai pratiqué le Minitel, c'était dans mon stage. J'étais en 4e au collège, dans un bureau de tabac, et on a passé une commande via Minitel. C'est la seule fois de ma putain de vie que j'ai utilisé le Minitel. Alors, petite piqûre de rappel pour les plus jeunes qui nous écoutent, le Minitel, en gros, c'est un système, on va dire, parallèle au système radio ou télécom ou Internet. C'est le réseau Minitel. C'est une entreprise, si je dis pas de bêtises, c'était une initiative, si je dis pas de bêtises, qui était française. Voilà, un terminal informatique français lancé en 1982. Et à cette époque, la France, très fière, a souhaité que le monde entier se mette au Minitel, jusqu'à nous dire que Internet c'est ringard et que l'avenir se passe sur Minitel. Énorme connerie, hein, qu'on se le dise, ça a été un vrai fiasco. Pour autant, la France a été très présente sur certaines initiatives liées à Internet. Je pense notamment à Dailymotion, la team. Souvenez-vous, Dailymotion. Dailymotion, pour ceux qui ne le savent pas, hein, en 2006, 2007, 2008, c'était au niveau de YouTube. C'était un lecteur vidéo de malade, premier lecteur HTML, ils ont inventé le lecteur HTML, hein, littéralement. Système de commentaires, de rating, plateforme internationale. Tous les gros youtubeurs ont commencé sur Dailymotion. Une grosse partie, hein. Je pense à Norman, Diablo X9, moi-même. Si vous tapez Dailymotion qui appelle le vrai, je ne crois pas avoir supprimé ma chaîne, vous trouverez des vieux contenus à moi. Et Dailymotion, ça a été une vraie défaite. J'ai bossé avec Dailymotion. Ma première boîte, ça a été avec Dailymotion. Je me suis fait baiser la gueule par Dailymotion. Mais je vous le dis de manière vulgaire, je me suis vraiment fait baiser la gueule par Dailymotion. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à l'époque, est-ce que vous avez connu la Skyline sur Call of Duty? Est-ce que vous avez connu la Skyline? Je ne pense pas, mais je tente. Hein. Je tente quand même. Hein. Skyline, c'était une LAN Call of Duty. Et la LAN Call of Duty Skyline, elle a été cofondée par mon ancien associé, Adrien. Et donc, à cette époque, j'avais ma propre plateforme de stream. Enfin, non, j'avais pas encore ma propre plateforme de stream, pardon. On streamait sur Dailymotion en partenariat avec Desserto. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, je streamais avec Nicolas Hulsmann, etc. Bref. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à la Skyline que Domingo et Zankyo ont percé. Parce qu'ils ont co-casté ensemble. Domingo, Zankyo, je sais pas si on va retrouver les photos, mais la Skyline, ça a créé des carrières. Hein. C'était la folie. Hein. Ah, on va pas retrouver les photos. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, la Skyline, c'est à l'époque. Et donc, on avait bossé avec Dailymotion à ce moment-là. Ça avait fait un carton. On avait fait un beau billet et on s'est dit, bon, bah, on va lancer une boîte on va lancer un concurrent de Twitch sur Dailymotion. Et en fait, c'est parti en couille parce que Dailymotion, l'actionnaire majoritaire, il me semble, c'était Orange, l'entreprise Orange, hein, télécom et Internet. Orange, qui est l'actionnaire majoritaire d'Orange, c'est l'État français. Et en fait, ils ont fait de la merde, mais je peux pas vous rentrer dans les détails, mais en gros, ils avaient prévu de faire vraiment une nouvelle plateforme de stream qui devait mettre une tarte dans la gueule à Twitch violent. Sauf que la plateforme, il y a eu des problèmes pour la mettre en place, donc elle est jamais sortie. Et en fait, bah, Twitch a pris le boulevard et Twitch est devenu vraiment la plateforme de streaming. Et côté vidéo, et bah, pareil, Dailymotion est parti complètement en cacahuète. Et aujourd'hui, il me semble que Dailymotion, c'est dans les mains de Bolloré, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, je crois que tu as le public indien, Moyen-Orient qui utilise et tout, mais en Europe et tout, c'est terminé. Donc tout ça pour vous dire qu'on est vraiment très fort en Europe et en France pour être précurseur sur des trucs de fou et faire de la merde avec. On l'a fait avec la carte à puce pour les cartes bancaires, on l'a fait, coucou Micode, on l'a fait avec Dailymotion, on l'a fait avec plein de trucs. Et là, on est en train de le faire avec l'IA. Et ça me casse les couilles parce que, en vrai Mistral, c'est une bête de boîte. Les gens se moquent, mais moi, ça me casse les couilles. Elle est trop bien, la boîte Mistral. Ils sont arrivés avec leur bite et leur couteau. Ils ont fait un modèle open source hyper petit, hyper puissant à l'époque. Ils ont eu un petit peu de pognon par-ci, par-là. La France a bien poussé et tout. Mais en fait, ils n'ont pas de budget. Ils n'ont pas le budget. On est face à des Chinois. On est face à des Américains qui lèvent des dizaines de milliards, des centaines de milliards, voire pire. Et eux, ils bossent avec des milliards. On peut pas lutter. Il n'y a pas le pognon.
Donc c'est trop dur, c'est trop dur. Et du coup, bah là, ils sortent des modèles qui sont trop chers à l'inférence, qui sont pas assez bons pour fonctionner en local, donc on brille pas. Sur le text-to-speech, on n'est pas assez bon, on est derrière Grok. Je dis on parce que c'est une boîte française et que je suis français. Sur le voice cloning, on n'est pas aussi bon que Grok. Sur le code, on est à des années-lumière de ce qui se passe sur les Chinois. Mistral, ils sont en train de perdre du terrain. Ils sont en train de vraiment perdre du terrain. Alors j'espère qu'ils ont des plans, hein. Mais c'est chaud. Et ça me casse les couilles. Pourquoi ça me casse les couilles? Parce que je vous le dis, des révolutions technologiques, on en a eu avant, on en aura après. L'IA, c'est une révolution technologique parmi tant d'autres. Alors c'est une révolution assez unique, hein, qu'on s'entende bien. L'IA et la robotique qui va s'en suivre, ça va être un truc de dingue. Mais en Europe, on n'est pas là. En Europe, on n'est pas là. Et c'est un vrai problème, parce que ça va nous coûter cher. Au lieu de débloquer des budgets exceptionnels, Covid, machin, bidule, bah, quitte à imprimer de la monnaie et balancer dans Mistral, hein, parce que franchement, là, c'est chaud. Hein. Quitte à faire du socialisme et du capitalisme de connivence, faites-le avec Mistral. Hein. Tu le mets au même niveau que le cloud en termes d'innovation? J'ai pas compris la question. Il faudrait une IA européenne. Bah, la seule IA européenne, les gars, c'est Mistral. Hein. C'est Mistral. Pardon, je vais augmenter le son, je voulais pas faire ça. Voilà. Ah ouais, l'IA, c'est la machine à vapeur, c'est une rupture techno, pas une seule avancée. Je suis d'accord. C'est une rupture. Et c'est pas normal que l'Europe soit autant à côté de la plaque. C'est trop de la merde. C'est trop de la merde ce qui se passe. Donc j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose. Et j'espère vraiment que la boîte de Yann Lequin, là, AMI, Advanced Machine Intelligence, j'espère que ça va être un carton parce que faut qu'il nous sauve le cul. Hein. Et d'ailleurs, je me suis noté un truc par rapport au World Model, je l'ai pas noté. Là, les Chinois, ils sont en train d'y envoyer fort sur les World Model. Donc j'espère que Yann Lequin, en plus d'avoir la vision, il va être bon sur l'exécution. On en a parlé hein, dans l'émission précédente avec Picsou. Moi, je pense que Yann Lequin a raison. Je pense que les World Model en complément des LLM, c'est le turfu. Mais s'il n'y a pas de pognon et si l'exécution, elle pue la merde, bah, on va juste faire pitié encore une fois, quoi. Parce qu'avoir la vision, c'est bien. Hein. Moi, je peux dire, ouais, le futur, c'est le métaverse. Et puis, tout le monde aura un métaverse. Les réseaux sociaux, ce sera le métaverse. Je peux le dire. Factuellement, c'est ce qui va se passer à terme. Par contre, il faut y arriver. Et même Facebook n'y est pas arrivé, tu vois. Donc... voilà. Les world models, c'est une nouvelle façon de faire l'IA. On prendra le temps de s'y intéresser plus en détail quand je maîtriserai mieux le sujet. Ça fait partie de mes prios, hein, de m'y intéresser. Mais voilà, ça c'est bien résumé par Spart. World model, l'IA voit et a des sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA réfléchit beaucoup par le code, d'accord ? Par le code et par les mots qui sont tokenisés. C'est-à-dire qu'un mot est composé de syllabes. Les syllabes, on va dire, ont une espèce de signature. Et du coup, le modèle, par rapport aux syllabes, il est capable de comprendre des choses. Là, l'idée, c'est d'approcher les choses différemment. C'est vraiment d'avoir des yeux, des sens, et de réfléchir un peu comme un être humain, et pas par le prisme du code. Et c'est important parce que quand tu utilises un modèle type LLM, avec du code, pour faire du code pour du web, pour faire du Rust, du C, du Zig, du JavaScript, du TypeScript, du Go, ce que tu veux, c'est top. Mais quand, par exemple, tu lui demandes d'analyser une vidéo, d'analyser une information en temps réel, spatiale, des trucs comme ça, bon, bah, réfléchir par le code, ça, c'est limite. Hein. Je sais pas si vous avez déjà utilisé Raymotion. Make Video Programmatically. Voilà, en gros, Raymotion, c'est tu promptes. Ton prompt, ça devient du code. Ton code, ça devient du React. Et en React, ça devient des animations. Donc, tu peux faire des animations sur fond transparent. Tu peux faire toutes sortes de choses. Je vous montre un exemple. Tu vas dans ressources prompt. Tu peux voir des exemples. Voilà. Voilà. Là, tu as un gars qui a fait un prompt. Utilise le skill Raymotion Best Practice. Importe cette image. Utilise TRS-ACLI. Tu me fais une vidéo en Full HD background, patati patata. Et du coup, tu obtiens ça. Voilà. Tu obtiens un article avec un effet de surlignage du texte, etc. à partir d'un prompt. Donc ça, c'est un exemple. Tu peux faire, par exemple, un bouton s'abonner sur YouTube. Voilà. Tu peux copier ce prompt. Tu peux faire une map monde. Tu peux faire la démo d'un produit. Tu peux faire toutes sortes de choses, en fait. Voilà. Tu promptes, tu as du code. Ton code génère une animation, mais en général, tu fais pas du one-shot, et même Claude, même GPT, faut s'y reprendre un paquet de fois avant d'avoir un résultat satisfaisant. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, typiquement, un world model, ce serait top, parce que si le world model, il arrive à bien comprendre dans l'espace, des trucs comme ça, on pourrait faire vraiment des animations en
mode cyberpunk, quoi, en mode VR, tout ce que tu veux, quoi. Dans mon chat, j'ai vu d'ailleurs Tiraz qui dit ça rend fou, c'est TIA, pourquoi ça existe sérieux? Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, Tiraz, tu vas en entendre parler matin, midi et soir, de la même façon que tu entends parler de ton smartphone, de l'informatique, d'Internet. Parce que là, mon gars, l'IA, ça va monter crescendo, et c'est pour ça que je vous casse les couilles, les potes. Faites l'effort, sur votre temps libre, d'aller plus loin que de prompter comme des gaulements. Ouais, ça veut dire quoi ça? Ouais, c'est quoi la météo à Clermont-Ferrand? Tu vois, faites des trucs propres, perdez-vous sur YouTube, testez des trucs, amusez-vous, mais vraiment pratiquez à mort, parce que sinon, vous allez galérer. Vous allez galérer et vous allez pas avoir la vision. World Model plus LLM, fin du monde. Mais non, il n'y a pas de fin du monde. Pas de fin du monde. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ensuite, donc, Hyperliquid lance HIP4, les marchés de prédiction. Donc ça y est, les HIP4 sur Hyperliquid sont dispo. Donc comment on y accède? Pour l'IA, je vous dis les gars, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer pour l'IA. C'est juste que, bon, on verra après parce que j'ai déjà assez parlé d'IA. Mais en gros, voilà, vous avez l'onglet Outcome maintenant sur Hyperliquid. Vous arrivez, pour le moment, il y a un seul marché. C'est est-ce que Bitcoin sera au-dessus du prix 78 213 le 4 mai? Vous pouvez voter oui ou non. Voilà, c'est simple, hein. Vous votez oui ou non. Et puis voilà. Et pour le moment, les gens sont plutôt positifs sur le fait que oui, ça va être au-dessus de ce prix-là. Après, il y aura d'autres marchés de prédiction. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme marché? Alors, avant ça, il faut savoir que quand vous déposez un ordre sur Hyperliquid, c'est-à-dire quand vous mettez un ordre limite, que vous rajoutez au carnet d'ordre, la transaction est gratuite. Si en revanche, vous faites un ordre taker, c'est-à-dire que vous matchez un ordre existant, donc vous videz le carnet d'ordre, cette transaction est payante. Au niveau des frais, j'ai pas trouvé exactement ce qu'il en est. Peut-être que pour le moment... Attends, mais lui, il va prendre un ban déjà, direct. Ciao, ça dégage. Pour le moment, c'est gratuit, mais je pense que ça va être payant après. Parce justement, il est question d'avoir une réduction des frais pour les stakers de Hype, pour les frais taker. Mais j'ai pas réussi à trouver le frais exact à terme. Donc pour le moment, ce qu'on voit, c'est fees gratuit, mais je suis pas sûr que ça va rester. Ok. Donc du coup, bah forcément, grosse concurrence à Polymarket, puisque Polymarket, tu as jusqu'à 1,8% de frais. Kalshi, ça peut monter beaucoup plus haut, de ce que je comprends. Et en plus de ça, bon bah voilà, tu as un compte unifié. Donc c'est la même marge pour les dérivés, le spot et les marchés de prédiction. Pour ce qui est des volumes, pareil, j'ai pas l'info. Peut-être parce qu'il faut que je dézoome pour avoir les volumes. Ah bah voilà, le volume il est là, c'est qu'il fallait que je dézoome un bon coup. Voilà, pour le moment, on a 800 000 $ de volume en 24 heures, c'est pas énorme, hein. Et du coup, les prochains marchés, en complément de ce qu'il y a déjà, ça va être des marchés liés à la politique, au sport, aux données macro et au divertissement. J'enchaîne. Keisa, j'ai vu 004, 007, j'ai vu. Mais toute la presse sans exception dit c'est gratuit en maker, c'est payant en taker et il y a une réduction sur les takers. Donc c'est un peu ça le problème, c'est que j'ai pas envie de dire de conneries, donc je préfère dire que je ne sais pas. Kumbaya Dex et MegaETH, 50% de frais cachés, marché arrière express et remboursement. Alors là, c'est très simple. MegaETH est sorti le 30 avril, enfin d'ailleurs. Et le seul Dex qui a un peu de volume, c'était Kumbaya. Donc les gens ont commencé à déposer des liquidités pour faire du liquidity providing, pour récupérer des récompenses, etc. Et en fait, on n'avait aucune visibilité, mais alors aucune visibilité, sur les frais appliqués au LP. Et c'est par essai à erreur que les gens se sont rendus compte que les frais de swap étaient de l'ordre de 50%. Donc c'est absolument délirant, c'est beaucoup plus que la concurrence, hein. Apparemment Uniswap c'est ultra bas et Prism c'est moitié moins. Donc du coup les gens se sont sentis niqués tout simplement. En plus de ça, il y a eu d'autres dramas, hein. Il y a un utilisateur qui a pointé comme quoi il y avait un espèce de logo sur la plateforme qui laissait sous-entendre qu'un airdrop pourrait arriver. Le logo a disparu un peu avant le TGE. Ensuite... Bon bah voilà, des gens qui se sont plaints au niveau des frais. Donc quand les gens se sont plaints, Kumbaya ont dit ok, on va sortir la documentation demain, on vous tient au courant. Ils se sont fait chier dessus à la mort. Et du coup, ils ont fait une nouvelle communication. Et la nouvelle communication, elle est très simple. Je vais mettre un petit coup de traduction. Inbia Violebel, j'espère que tout va bien. Moi, ça va nickel, frérot, je te remercie. Du coup, je disais, tous les LP qui ont payé plus cher que ce qu'ils devraient vont recevoir un remboursement. Donc... Ils changent les frais, ils mettent à jour les frais. Je te réponds après, Marwan. Ils mettent à jour les frais, ils les baissent. Et les gens qui ont trop payé reçoivent un remboursement. Mais il n'a pas encore été effectué, le remboursement. Ça devrait arriver bien assez vite, normalement. Et le truc, c'est que, en vrai, hein,
en vrai, le drama leur a pas fait plus de mal que ça. Parce que quand tu fais Defile Kumbaya, boum, on va enlever Event, voilà, boum. On va se mettre comme ça, on va zoomer un coup, vous le voyez en gros. Bon, tu te rends compte que la TVL, hop, qu'on voit bien, voilà. La TVL, ah mais vous avez le chat et tout, putain, attendez. Elle a pris un coup avec le drama, et puis elle est remontée aussitôt. Et pour ce qui est d'activité de volume sur le DEX, bah pareil, l'activité suit son cours en fait. Hein. Donc ils n'ont pas perdu leur monopole, les gens sont pas spécialement partis ailleurs, ils se sont dit, bon, de toute façon, on est en crypto. Donc comme on est en crypto, on a l'habitude de se faire niquer la gueule. Donc maintenant, on n'est plus à ça près, ça va. C'est juste un peu fait niquer la gueule. D'habitude, on se fait beaucoup niquer la gueule. Donc ça va. Et du coup, ça va. Et l'ami Marwan me demandait, c'est quoi l'extension que j'utilise? J'utilise l'extension Immersive Translate, qui est gratuite. Mais j'ai ajouté une clé API ChatGPT pour pouvoir avoir une traduction impeccable. Parce que les API gratuites de traduction par défaut ne sont pas irréprochables. Donc moi, j'utilise ça. Et l'outil, tu peux t'en servir, par exemple, si je vais sur, comment ça s'appelle, Cointelegraph, imaginons, parenthèse pour les intéressés. Par exemple, je prends cet article, là, DeFi Can Free Stolen Fund. Il est en anglais, d'accord? Quand je clique dessus, donc je peux soit traduire directement, comme ceci, soit je peux l'avoir en mode traduction bilingue, et ça permet de garder la phrase en anglais et avoir la traduction en français, en dessous. Et comme moi... J'aime bien en rajouter des caisses. Je me suis vibe-codé une petite extension pour augmenter la saturation et le contraste. Et comme ça, je fais tout ressortir. Et comme ça, je peux lire proprement mon texte. On se fait plaisir aux yeux. Voilà. Donc maintenant, je fais tout le temps comme ça. J'ai plus envie de lire en anglais. J'ai la flemme de lire en anglais. Je mets un coup de traduction et boum, boum. Ça, on va le laisser. Et puis voilà pour les actualités, les potes. Ensuite, du côté des ETF... Bah écoutez, là on est le week-end, donc on n'a pas de nouvelles, mais on peut voir que franchement c'est propre. Sur Bitcoin c'est propre. On a fait un peu d'outflow. Avant le week-end, on a fait un giga inflow. Hein. On a fait rentrer 630 millions là. Donc c'est plutôt beau gosse. Ethereum, j'ai pas suivi. On va regarder ça tout de suite. Ah, on a eu un petit inflow. Hein. Petit inflow de 100 millions. Donc c'est carré. Et du coup, bah, peut-être qu'on va avoir un très beau mois de mai. J'insiste sur le peut-être parce qu'on n'est jamais sûr de rien dans le marché des crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je me repermets de replacer la petite publicité OKEX, donc partenaire de cette émission. On vous a sorti une vidéo complète pour apprendre à acheter des cryptos. Si vous voulez avoir une plateforme pas chère, liquide, sur PC, sur mobile, régulée, où il gère un gros paquet de pognon. Hein. OKEX, Proof of Reserve, ça peut vous rassurer. OKEX aujourd'hui, c'est 26 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Tout est surcollatéralisé, c'est-à-dire que pour un Bitcoin déposé, il y a 1,06 Bitcoin en collatéral. Donc, ils sont protégés contre les bank runs, ils sont vraiment sérieux. À ce niveau-là, ils sont régulés partout. Donc en Europe, ils sont dans les clous. Ça fait partie des exchanges les plus dans les clous. Et pour ceux qui ne connaissent pas plus que ça OKEX, on va aller sur Wikipédia OKEX. Je fais exprès de mettre OKEX, puisque l'ancien nom c'était OKEX. OKEX, ça a été lancé en 2013 par Starkzoo. Et c'est toujours Starkzoo le boss et CEO. Et Starkzoo, c'est lui qui a recruté CZ Binance en tant que CTO, je crois. Parce que vous l'avez peut-être vu, ils sont des querelles, parce qu'en fait, CZ a menti sur son CV pour récupérer du savoir-faire chez OKEX. Ensuite, il a fait semblant de ne plus être raccord avec OKEX pour pouvoir partir proprement, monter son propre exchange. Et au final, c'est CZ qui a pris une partie du marché. Mais OKEX, ils sont toujours là. C'est juste qu'ils étaient très concentrés sur le marché chinois, qui n'ont pas eu la même stratégie. Et aujourd'hui, bah, comme ils sont dans les clous en termes de réglementation, et Binance le sont, pas dire qu'ils le sont moins, mais niveau réglementation, ils ont du retard. Bah, du coup, OKEX, ils ont marché spot, margin spot, dérivé. Voilà. Vous pouvez trader en spot, paire EUR, paire USD, paire USDC. Vous pouvez trader les futurs avec levier jusqu'à x10 pour les intéresser. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Je ne vous pousse pas à faire des leviers. Je connais, il faut maîtriser. Ceux qui maîtrisent, c'est très bien. Ceux qui ne maîtrisent pas, attention à ne pas vous péter les dents. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, il y a un bouton convertir aussi. Et j'en profite, donc lien en description. Si jamais vous créez un compte OKEX, vous faites un premier dépôt et trade, sur mon site capetleray.com, je fais des guides. Je fais des guides gratuits et on va dire token gated. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises. C'est pas très grave, mais
Vous voyez, j'ai des guides gratuits sur l'IA et il y a des guides accessibles uniquement pour ceux qui ont créé un compte sur OKEx, fait un premier dépôt. Donc je vous montre un exemple, donc je vais pas tout spoil, hein. Mais par exemple, ça c'est un guide où je vous explique pas à pas comment coder pas cher avec OpenCode, donc comment mettre en place OpenCode, comment rajouter des options sur OpenCode pour avoir un harness beaucoup plus complet, comment le régler, comment le prompter. J'ai plein d'autres guides, voilà. Et donc moi, ce que je vous demande, c'est soit vous créez un compte sur OKEx via mon lien affilié à moi, soit via celui de Coin Academy. Une fois que vous avez créé le compte, vous avez fait un premier dépôt et un premier achat, et il n'y a pas de minimum, vous pouvez faire 20 €, il n'y a pas de souci. Vous venez déposer sur ajouter mon UID OKEx, votre UID OKEx. Donc moi, je l'ai déjà fait. Le UID OKEx, il est juste ici. Moi, j'ai mon petit back-office, je vous valide et je vous donne l'accès au guide. Donc en gros, vous l'aurez compris, vous avez une bonne plateforme pour pouvoir trader vos crypto-monnaies. Et en plus de ça, vous avez accès à des guides assez avancés sur l'IA qui vont se rajouter. Là, j'en ai fait quelques-uns. Je vais en faire d'autres cette semaine parce que ça fait un moment que j'en ai pas sorti. J'ai envie de vous faire un guide sur comment contrôler proprement son PC à distance, soit via un autre PC, soit via sur téléphone. Je vous rassure, ça va pas être avec TeamViewer ou AnyDesk. Ça va être un autre logiciel bien mieux, qui d'ailleurs vous permet par exemple de zoomer proprement avec vos doigts sur votre téléphone, très pratique pour accéder au terminal. Je vais vous expliquer tout ça avec différents raccourcis clavier, donc ça fera partie des guides, et voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que en ce moment, vous avez vu, les cryptos, c'est calmos, donc en fait, moi, je m'amuse avec l'IA, et au lieu de garder tout pour moi, je fais des guides. Pendant très longtemps, je faisais gratuit. Le truc, c'est que, vous l'avez vu, pour ceux qui me suivent pour le gaming, je fais des vidéos optimisation gaming, il y a plein qui me pompent mon boulot, qui le monétisent, ça fait chier. Donc, j'ai envie de proposer du gratuit, j'ai envie de proposer du token gated. Comme je vous ai dit, c'est un dépôt, le minimum, c'est 10-20 €, donc c'est pas grand-chose. Vous avez un accès à vie, vous avez des questions, vous me parlez, et moi, ça me permet de pousser à l'affiliation sur OKEx, puisque c'est mon partenaire en perso, et c'est le partenaire de Coin Academy, et c'est ce qui permet aux médias de tenir. Parce que comprenez bien une chose, en ce moment, le marché crypto est pas super intéressant, je vous l'accorde, mais ça changera. Et là, le plus important, c'est quoi? C'est de serrer les fesses aussi longtemps qu'il le faudra, parce que le marché des cryptos, il repartira, j'en suis profondément convaincu. Et en fait, quand le marché y repart, là, tout le monde se met à acheter, à trader, à faire des trucs. Donc, OKEx gagne de l'argent, nous, on fait de l'argent en affiliation, et on devient un business plus que rentable. Et qu'on se le dise, le but, c'est pas de milk notre communauté. De toute façon, vous voyez bien, Coin Academy, ça a quoi? Ça a 5 ans et demi. Moi, je suis sur YouTube depuis plus de 15 ans. J'ai jamais été dans une démarche de milk ma communauté. Mais Coin Academy, c'est une entreprise. Faut faire rentrer de l'argent. Faut se payer. Faut payer les prestataires. Donc, on a envie que ça tourne correctement. Voilà, c'est pour dire les choses de manière honnête et transparente. Donc, fin de la parenthèse sur OKEx. Et vous avez le lien en description pour vous créer un compte, pour ceux qui m'écouteront sur YouTube. T-Shop, d'ailleurs, qui me dit dans le chat, T-Shop qui m'a dit ça, boum. Tu penses quoi des mecs qui font 10 millions de dollars par mois dans les meme coins? Alors, je pense que ça existait pour ceux qui créent des meme coins en chaîne. Parce que, pour vous expliquer, depuis que je suis à Dubaï, j'ai entendu des trucs de fou. Il y a effectivement des mecs qui ont brassé... Alors, 10 millions par mois, je pense pas. Je pense qu'il faut se calmer. Quelques centaines de milliers de dollars par mois, oui, je pense. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des IA qui tournent sur des comptes Twitter très influents, comme Ansem, Elon Musk, etc. Et dès qu'il y a un truc qui ressemble à un mime, un chien, un mime, un truc qui tourne sur TikTok, peu importe, ils créent le mime, ils ont créé à la chaîne, et en fait, ils spamment les terminaux de trading, donc tout ce qui est Axiom, les terminaux de PumpFun, etc. Et du coup, tous les traders de meme coin, ils essaient de spéculer sur ces trucs-là, et eux, comme marchands de pioche, ils gagnent du fric. Ils gagnent du fric sur la création du token, sur les frais, etc. Donc il y a des gens qui font ça de manière automatisée, qui en fait un paquet de fric. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un business très lucratif. Mais ça a eu été un business très lucratif. Et quand vous allez sur Twitch crypto, vous savez, vous avez la catégorie crypto sur Twitch, vous verrez que là, on a actuellement quoi? On a 3900 spectateurs, donc 170 pour moi, 320 pour Asher. Et quand vous traînez un petit peu, vous voyez à chaque fois, justement... Vous voyez ces gens-là qui font 800 spectateurs, 800, 500, il y a beaucoup de traders meme coin. Alors, je vous le dis, regardez par curiosité, par exemple, ça, c'en est un. Mais comprenez bien qu'il y en a beaucoup qui sont des beaux enculés. Et je vous le dis, j'envoie le gros mot, je m'en bats les couilles. En fait, ils font quoi, ces gros bâtards?
Alors, je dis gros bâtards, je pointe sur Colorcox, je ne connais pas Colorcox. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gros bâtards? En gros, comme ils ont pas mal de viewers sur Twitch, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont dans des groupes privés, Discord, Telegram, où il y a des équipes qui créent des meme coins, et il y a des gars qui poussent les meme coins à des communautés en mode « Ouais, ça a été créé par un tel, c'est du sérieux et tout, vous allez voir, ça va partir et tout. » Donc ils se synchronisent pour le faire pumper, pour envoyer les gens dessus et pour leur dumper à la gueule. Et en fait, ils font ça toute la journée. Et comme dans le lot, il y en a qui marchent, t'as quand même des gens qui arrivent à gagner de l'argent. Donc ils se disent « Ouais, bah cette fois, je me suis fait niquer, mais si j'avais été un petit peu plus rapide, un petit peu moins gourmand, bah j'aurais gagné du pognon. » Donc en fait, ils jouent. Et c'est ça qui nourrit en fait ce business d'enculés de pump and dump. Donc, t'as des gens sur Twitch qui enculent leur commu, t'as des gens sur des Telegram qui enculent leur commu, t'as des créateurs de meme coins qui enculent leur commu, et PumpFun, ben eux, en fait, comme c'est la plateforme au milieu, tu peux te dire ils sont de mèche, ils sont pas de mèche, tu peux pas le prouver de toute façon, franchement, j'en sais rien, mais eux, ils s'en foutent parce que de toute façon, que tu gagnes, tu perds, eux, ils gagnent dans tous les cas. Et c'est pour ça que le business... Alors là, je suis en live, je vais pas vous montrer les terminaux de trading, mais des meme coins de merde, il y en a à longueur de journée en fait. Ça n'arrête pas. Donc, si vous vous perdez un peu sur Twitter, sur les Telegram, sur les machins, vous allez voir des gens qui envoient des tickers à longueur de journée tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment qu'il y a, je crois, 80 personnes ou même plus qui se sont fait arrêter à Dubaï pour des arnaques en tout genre, du style. Parce que t'as beaucoup de gars comme ça à Dubaï, hein, d'ailleurs. Mais pas qu'à Dubaï. Hein. T'as des Chinois, des Vietnamiens, des Français, des arnaqueurs en tout genre. Voilà les potes. Écoutez les notes. On a passé toutes les notes. Alors on va terminer sur une petite parenthèse IA, parce que vous savez que j'adore ça. Donc ça, c'est un papier de recherche qui estime, c'est une estimation, c'est pas du sûr, qui estime la taille des modèles IA. Qu'est-ce que c'est la taille d'un modèle? En gros, vous le savez, je vous en ai parlé plusieurs fois. Un modèle, tu le nourris de données et de paramètres. D'accord? Donc, quand tu vas par exemple dans Open Source Model, tu peux voir la taille des modèles. Je crois que j'ai trop scrollé. Voilà. Bon. Ici, vous pouvez voir Model Size. Donc, par exemple, c'est que DeepSeek, c'est un modèle avec 1600 milliards de paramètres, Kimi 1000 milliards, Mimo 1000 milliards. Voilà. Donc, les modèles open source, on connaît la taille parce que c'est publié. En fait, si tu fais par exemple Kimi K2.6, voilà, Hugging Face Kimi K2.6, voilà, tu arrives sur la page où tu peux toi-même télécharger le modèle et tu peux voir la taille. Ok? Ici, 1100 milliards de paramètres. Tu peux faire pareil avec DeepSeek V4 Pro. On va essayer de le trouver. Hein. DeepSeek V4 Pro. Boum. Bon là il nous dit 800 milliards de paramètres, il me semblait que c'était le double, mais c'est peut-être une version compressée. Bon, parce que là même ici ils disent 1600 milliards, bon bref. Mais en fait, plus le modèle est grand, bah, plus il faut des cartes graphiques avec beaucoup de VRAM pour les faire tourner, mais on ne connaît pas la taille des modèles pour les grosses entreprises américaines. Et du coup les entreprises américaines, elles peuvent nous mentir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour ceux qui pratiquent un petit peu d'IA, vous avez peut-être vu, les gens étaient très contents de la sortie de Claude Opus 4.5 en novembre. Assez content de Claude Opus 4.6, je crois, c'était en février. Mais tu avais quand même des gens qui disaient ouais, 4.6 c'est moins bon que 4.5 et tout. Et là, en avril, on a eu Claude Opus 4.7 et les gens se sont dit putain, mais en fait, 4.7 il est moins bon que 4.6. Bah, potentiellement, c'est parce que 4.7 il y a moins de paramètres que 4.6. Donc, potentiellement, le modèle il est mieux entraîné à taille équivalente. Il exécute le code plus vite. Il coûte surtout moins cher à faire tourner pour Anthropic. Donc en fait, Anthropic peut servir de l'IA, ça leur coûte moins cher et nous, l'abonnement, on le paye le même. Et c'est ça qui est intéressant dans ces tailles de modèles. Et donc, même si c'est une estimation, puisqu'en réalité, on n'en est pas sûr, ben, ça nous permet d'avoir une idée. Alors comment ils ont réussi à obtenir ces estimations? En fait, ils ont posé un éventail de questions très nichées pour se dire, bon bah voilà, plus ma question elle est nichée et plus on a une bonne... qualité de réponse et plus potentiellement le modèle est dense. Et c'est pour ça qu'on peut voir que GPT 5.5 potentiellement c'est un modèle qui est extrêmement dense. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus intelligent que 5.4, 5.3 ou même que Claude Opus. Je vous en ai parlé dans l'émission avec Picsou. Claude, quand vous faites du code, du pur code web, Claude est trop fort. Par contre, quand vous commencez à faire beaucoup d'IA, mise en place d'environnement IA, tâches ultra automatisées pendant des dizaines de minutes ou même des heures et des heures avec un seul prompt où tu dis à ChatGPT, tu fais tout ça
je reviens dans 3 heures, me pose pas de questions, fais-le. ChatGPT est beaucoup plus intelligent. Parce que justement, le modèle est beaucoup plus dense. Donc, ça coûte beaucoup plus cher à faire tourner. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est pour ça aussi, je pense qu'OpenAI est beaucoup plus capitalisé. Donc, c'est intéressant. Et du coup, vous voyez, voilà. Claude Opus 4.6, on serait en théorie à 5,3 milliards de paramètres. Et Claude Opus 4.7, on est à 4 milliards de paramètres. Et on voit aussi que Grok 4 était à 3,2 milliards. Mais de source sûre, c'est Musk qui l'a dit, Grok 4.2 et 4.3, c'est seulement à 1,5 milliard de paramètres. Donc, ça leur coûte absolument pas cher à faire tourner. Claude Mythos, je pense qu'il fait 10 000 milliards de paramètres. D'ailleurs, si je dis 4,3 milliards ou quoi, c'est 4,3 000 milliards de paramètres. Désolé, des fois, je parle un peu trop vite, mais vous avez compris. Donc, je vous mets ici le tweet avec le papier et je vous le mets en description YouTube pour les intéresser. Voilà, estimation, taille, modèle, IA. Alors, encore une fois, c'est une estimation, on n'en est pas sûr, mais on comprend le ressenti. Et donc, comme vous avez écouté l'émission jusqu'à la fin, bah, je vous donne un petit cadeau, si jamais, alors c'est pas grand-chose, mais si jamais vous utilisez Claude, voilà, si vous utilisez Claude, et que vous voulez absolument avoir Opus 4.6, parce qu'il vous manque, et qu'en plus de ça, Opus 4.7, il bouffe vraiment beaucoup de tokens, hein, ce trou de balle. Vous tapez /modèle Claude-Opus-4-6, comme ceci. Et ça vous permet de forcer Claude Opus 4.6. Vous voyez ? 7 modèles tout 1.6, et là, j'ai mon niveau de raisonnement. Et si vous voulez changer le niveau de raisonnement, vous faites /effort, boum, et vous pouvez changer le niveau de raisonnement. Et moi, personnellement, je le mets en médium parce que I et XI, ça bouffe beaucoup de tokens. Donc, en général, ça suffit. Si vous faites de la planification, vous pouvez mettre plus, mais médium, c'est bien. Et si vous utilisez Codex de ChatGPT, le mode low est très bien. Le mode low est vraiment très bien. Et cette commande-là, Claude Opus 4.6, marche dans le terminal, mais elle marche également sur Claude tout court. Alors, attendez 2 secondes. Boum. Ça, vous faites modèle Claude, parce que là, vous voyez, là, j'ai Opus 4.6, on est d'accord. Mais si je mets 4.7 et que je me remets là, potentiellement, 4.6 ne se met pas. Alors, peut-être qu'ils l'ont mis à jour, je ne sais pas. Mais si jamais vous ne l'avez pas, vous faites, comme je vous ai dit, hein, /modèle, Claude Opus 6, et c'est bon, vous l'avez. Donc, profitez-en. Claude Opus 4.6 Medium bouffe beaucoup moins de tokens. Si vous êtes vraiment à cheval sur les tokens, vous pouvez même le mettre en raisonnement low. Et sinon, bah forcément, Sonnet 4.6, beaucoup moins de tokens. Mais en général, Opus est tellement plus intelligent que Sonnet que tu vas passer moins de temps à débugger ton code, tu vas passer moins de temps tout court, donc vaut mieux cramer un peu plus de tokens. Et potentiellement, si un compte à 20 € ne suffit pas, faites comme moi, vous achetez 2 comptes et vous vous déconnectez, vous reconnectez avec l'autre compte et vous jonglez avec 2 comptes. Vous pouvez le faire, c'est légal. Il n'y a pas de souci, donc jongler avec 2 comptes. Moi, j'ai 2 comptes ChatGPT, j'ai 2 comptes Claude. Donc, je paye 4 fois 20 € et ça me suffit. Pour du code d'app, je jongle entre Medium et High, moi, en général sur les modèles. Je n'utilise pas le plugin Brainstorming, par contre, non. Et là, vous voyez, petite astuce. Bon, là, c'est de l'alpha. C'est un truc que j'ai bricolé. Je ne vais pas vous le donner parce qu'il n'est pas stable. Mais vous voyez, quand je fais Claude C, bon, ça lance Claude avec le modèle Opus 4.6, et je me suis codé un truc. Quand je fais Claude CG, ça lance un proxy, et au lieu d'utiliser Claude Opus, j'utilise mon abonnement OpenCode Go avec le modèle GLM. Et ça, c'est trop bien, parce que, et je fais pas de local quand je fais ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'imaginons, regardez, bon, là, je vais pas prendre de code, mais je fais ma conversation, bam, je prompte, par exemple, boum, je fais test, voilà, boum, vous voyez, mon crédit sur 5 heures, il est finito, je suis baisé. Je peux plus l'utiliser. Ou alors, c'est que j'ai un bug d'affichage. Ah non, pardon, j'ai rien dit, je confonds avec ChatGPT. Bon, il était à 0, il passe à 4%. Donc, vous voyez, très vite, tu promptes à peine, t'es grillé. Et ben là, regardez, imaginons, je veux continuer cette conversation, mais pas via Claude. Par exemple, pour pousser sur GitHub, je quitte, CTRL-C, boum, je tape Claude CG. Alors, ne cherchez pas à taper Claude CG chez vous, c'est un alias que j'ai créé pour moi. Hein. Claude CGC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Claude, c'est le Claude par défaut. Claude C, c'est mon alias pour faire Dangerous Sleep Permission, pour qu'ils me disent, en gros, pour tout passer la permission parce que je fais confiance. Et Claude CG, c'est pour lancer le proxy avec GLM. Et le -C,
c'est pour dire tu continues dans ma dernière conversation. Boum. Donc là, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben, vous voyez, je reprends ma conversation. Tu es là, patati patata. Sauf que cette fois, ça passe par le proxy GLM. Et du coup, ça ne passe pas par mon abonnement Claude. Ça passe par mon abonnement OpenCodeGo. Donc c'est parfait. C'est parfait. Et donc, ça me permet d'économiser et de ne pas constamment taper sur mon abonnement Claude. Donc, je l'ai mis en place. C'est pas stable, mais si jamais. Donc, là, c'est vraiment, alpha. Je vous donne de l'alpha. Profitez-en, hein, les potes. Hein. OpenCodeGo, c'est 10$ par mois. C'est même 5$ le premier mois. Vous avez tous les modèles chinois. Vous avez GLM, Kimi, Mimo. Vous avez tout. Ça, je vous l'envoie. Et après, donc, quand vous avez créé votre compte OpenCodeGo, vous vous connectez, vous générez clé API. Vous connectez votre clé API sur OpenCodeGo. D'accord? Et ensuite, vous utilisez OpenCodeGo CC Proxy, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, celui-là. C'est un proxy OpenCodeGo pour Claude Code. Pourquoi je ne mets pas Claude sur OpenCode? Parce que je n'ai pas le droit. Anthropic n'autorise pas à utiliser Claude via l'abonnement sur des couches logicielles différentes de Claude. Vous êtes obligé de payer de l'API. Par contre, vous pouvez utiliser des couches, des abonnements concurrents dans la couche logicielle de Claude. Donc du coup, bah, moi j'utilise mon abonnement OpenCodeGo dans Claude Code avec cet outil-là. Voilà. Donc du coup, j'ai demandé à ChatGPT de mettre en place le proxy. J'ai passé un peu de temps dessus, mais maintenant c'est bon, ça marche. Je suis content. Et donc pour le moment, avec 10$ par mois d'OpenCodeGo, vous avez l'équivalent de 60$ de prompt pour GLM, pour Kimi et tout. Dernière précision, et je vous laisse là-dessus. GLM, Mimo et d'autres modes et DeepSeek n'ont pas la vision. C'est-à-dire que par exemple, regardez, si je me mets sur Claude officiel, voilà, je tape Claude. Si je fais ça et je lui dis, je prends mon screenshot, voilà, j'ai pris un screenshot, donc j'ai pris ça en screenshot, on est d'accord? Je copie le screenshot, je vais dans mon terminal, je te réponds juste après, Marwin. Là, je lui dis, tu vois cette image? Je fais CTRL-V. Là, je passe par Claude. Donc, Claude, il a la vision. C'est un modèle qui a la vision. Donc, oui, il la voit, il sait décrire. Il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que les modèles chinois, GLM et tout, ils n'ont pas la vision. Donc, je vous montre un exemple. Si je fais la commande d'avant, boum, je lance le proxy. Par défaut, comme il n'y a pas la vision, je désactive ma vision que j'ai bricolée, voilà. Si je lui dis, tu vois cette image, regardez ce qui se passe. Il patine, il patine, il patine, il patine. Il essaie, mais il n'y arrive pas. Il n'a pas la vue, parce qu'on ne lui a pas appris. Il est un peu emmerdé. Donc, vous voyez, au bout de 20 secondes, 30 secondes, il me dit, bah, je suis désolé frérot, j'essaie, mais j'y arrive pas. Donc vous voyez, ça patine un bon moment, hein, avant qu'il me dise tout simplement, je n'y arrive pas. Donc ce que j'ai fait, vous allez sur mon GitHub, j'essaie de pas leak, voilà, GitHub Clipboard Vision. J'ai installé une vision, c'est gratuit. C'est pas à cause d'OpenCode, c'est le modèle qui a pas la vision. C'est le modèle qui a pas la vision. Donc là, c'est bon, vas-y, arrête, c'est bon. T'as pas la vision. Bon. J'ai mis en place le MCP Vision. Boum. On active. Voilà, je revérifie. Hein. Il est bien actif, c'est bon. Est-ce que tu vois cette image? Utilise le MCP Clipboard. Merde, attendez, faut que je refasse un screenshot. Bon, c'est pas grave, je refais le screenshot. Boum, il est là, voilà. Boum. Et là, il appelle le tool. Et là, il a la vision. Et en plus, il va encore plus vite que Claude. Donc, c'est super. Donc, cette vision, vous pouvez l'ajouter sur OpenCode, vous pouvez l'ajouter sur Claude, vous pouvez l'ajouter sur Codex. Mais du coup, l'intérêt, c'est quoi? C'est que, bon, bah, Claude, c'est bien, hein, tu payes 20 balles par mois, tu peux prompter un tout petit peu, et puis tu te fais trigger limit, et ça pète les couilles. Mais le modèle est superbe. GLM, le modèle est superbe. Franchement, il est superbe. Il est au niveau de Sonnet. Hein. Il est au niveau de Sonnet 4.5, il est vraiment très très bon. Mais il n'a pas la vision. Et en plus de ça, bah voilà, j'avais pas envie d'utiliser OpenCode et tout. Donc vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai branché mon modèle sur Claude Code avec la vision. Et comme ça, je peux démarrer un projet avec Claude. Quand je sens que je suis limité par la consommation, je passe sur GLM. Et tout à l'heure, on m'a demandé pourquoi ne pas payer simplement 90 €. Alors, frérot, 90 € de Claude pour moi. Tu rajoutes 20 € de Claude pour ma femme parce que je lui paye son Claude à elle et que je ne veux pas mélanger les mémoires. J'ai besoin de ChatGPT, donc il faut rajouter 20 €. J'ai besoin de Grok, je paye 38 €. J'ai besoin de Gemini, Google, je m'en sers aussi pour YouTube, 23 €. Ça commence à faire cher.
Donc du coup, 2 comptes Claude, 2 comptes GPD, un compte OpenCode, un compte Gemini, un compte Grok. On est autour des 150 € de budget au global. Et j'ai toute la conso dont j'ai besoin. Vous n'êtes pas tous obligés de faire ça. Juste moi, j'ai fait comme ça me convient bien. Ça m'apprend à bidouiller. Et en plus, je pars du principe que potentiellement, Claude va continuer d'être de plus en plus cher. Donc j'avais besoin de solutions de secours. Voilà, j'ai terminé sur la parenthèse... IA, et ouais, Foxy, c'est ça, c'est une sorte de skill que je donne à un modèle. Alors, je vais pas appeler ça un skill parce que tu as les skills, mais là, en l'occurrence, c'est une compétence, ouais, c'est une compétence vision, où en fait, quand je lui envoie une image, il va appeler une deuxième IA qui est l'IA de Facebook, l'IAMA 4, et c'est l'IA de Facebook qui va lire l'image, qui va la décrire à mon modèle GLM, et mon modèle GLM va pouvoir du coup me répondre. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Je vous ai envoyé plein de liens cool. Vous avez mon GitHub, vous avez Estimation Détail IA, vous avez OKEx, vous avez mon site. Voilà, je remets un petit coup pour OKEx. On va vous faire un concours très bientôt d'ailleurs. Hein. On va vous faire un concours très bientôt pour gagner un peu de thunes en partenariat avec OKEx. Merci du coup à vous d'être toujours présents dans ces émissions. J'espère que vous aimez le mix hardware, crypto, IA. Parce que l'IA, c'est bon, on est piqué. J'ai 2 amours dans ma vie, j'ai ma femme et puis j'ai l'IA maintenant. Non, en vrai, j'ai toujours aimé l'informatique, mais j'aimais pas programmer, j'aime pas le code informatique. Et en fait, là, je n'ai plus besoin dans le code informatique, j'ai juste à exprimer ma pensée et à tester les choses et je me régale en fait. Donc, je vous invite à faire la même chose, vraiment, prenez du plaisir, testez les trucs. Et tous les gens qui vous disent, ouais, l'IA, machin, vous leur donnez même pas la parole. Vous leur dites, oui, allez, c'est bon, nique ta race, dégage de là, j'ai pas envie de parler avec toi. Mais sans déconner, hein. Moi c'est bon, j'ai trop entendu de conneries, j'en peux plus, je suis fatigué. C'est comme à l'époque, Internet. Ah non, Internet, faut pas mettre ta carte bancaire, y a les pirates qui vont voler ton argent. Et c'est bon, ferme ta gueule, on n'en peut plus. Laissez-nous kiffer, laissez-nous faire du fric, laissez-nous nous amuser, tester des trucs. Si vous avez envie de vous faire chier, faites-vous chier. Voilà. C'était vulgaire, on termine là-dessus. C'était Capet pour Coin Academy. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit like. Si vous avez kiffé l'émission, vous avez tous les liens utiles en description, en commentaire, épinglés. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.